à la rue avec ma famille. Donc j'avais 16 ans. Donc là, c'était une grande claque en fait pour moi de commencer ma première expérience. Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Brian Thielly, le fondateur de l'application LineDuds. Après un passage par la rue, il a su rebondir et est aujourd'hui incubé à Station F. Je te laisse découvrir son parcours. Bienvenue Brian dans cet épisode de Développement Royal. Brian, moi je t'ai connu par un passage télé dans une émission où tu as pu parler un petit peu de ton parcours, un parcours très atypique, un parcours qui pour moi force l'admiration, je le dis franchement et sans retenue. Tu es aujourd'hui CEO, tu es le fondateur d'une application, j'espère ne pas écorcher le nom de l'application, LineDuds, tu me dis si je prononce correctement. Je l'ai un peu écorché, mais c'est pas grave, c'est Okay. LineDuds. LineDuds, ok. Ah, c'est un peu compliqué. Ça marche. Tu vas nous raconter un petit peu ce parcours et d'où tu viens. Et en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation pour le podcast. Merci à toi déjà de m'inviter. Et donc comme tu l'as dit, donc je suis le fondateur de LineDuds, qui est très simple. C'est une startup qui permet de faire appel à d'autres personnes pour qu'elles fassent la file d'attente à ta place. Et donc moi de base, je viens pas du tout de ce milieu-là. Rien n'était prédestiné à ce que je monte une start-up. Donc je viens de banlieue lyonnaise, Villefontaine. Et puis j'ai grandi comme tout jeune, un peu de petite banlieue avec ses potes, qui étaient pas très bien accrochés à l'école. J'ai arrêté l'école très tôt et j'étais plus accroché à mes potes qu'au banc de l'école. Et voilà. Eh bien, on va justement redétailler un petit peu ce parcours, puisqu'on a l'habitude dans le podcast de toujours démarrer un petit peu avec le background américain, comment dire, l'enfance ou l'adolescence et puis les premières années, en fait, puisque je trouve que c'est constitutif et ça explique parfois pas mal de choses, même si c'est les toujours le bases. cas. Je vais revenir. Donc, Brian, ton nom de famille, c'est Thielly. Tu as quel âge ? 25 ans. 25 ans aujourd'hui, donc tu viens de la banlieue lyonnaise. Tu as eu une période très, très compliquée. Tu as été à un moment donné, tu le disais avec un peu de retenue, moi je me rappelle de cette émission, tu as été SDF en fait, mais tu le disais pas, c'est ça ? Ouais, exactement, c'est ça. Est-ce que tu peux, parce que finalement, alors pour le branding, on peut dire de SDF à CEO, aujourd'hui, l'application est hébergée à Station F. Ouais. Tu vis un peu, on va pas parler de success story, il faut attendre que tu sois une licorne et que tu sois Ouais, valorisé ou vendu. loin, ouais. On en est encore loin, mais c'est quand même assez impressionnant cette remontée, cette remontée de pente. Et franchement, on a envie de tirer le chapeau pour le parcours, pour cette force qui force l'admiration, justement, vraiment, encore une fois. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, donc tu disais, tu as une enfance banlieue lyonnaise, pas très scolaire. Quel était un peu le milieu familial ? Comment tu étais enfant, adolescent alors ? Adolescent, j'étais très perturbateur, on va dire. J'aimais beaucoup me bagarrer. Il fallait que je puisse imposer le respect, vu qu'à la maison, il y avait un peu des différends familiaux. Et il fallait que je puisse imposer le respect, puis me protéger, puis protéger aussi ma famille, ma mère. Et donc, du coup, très tôt, voilà, j'ai commencé à me bagarrer. J'ai fait de la boxe, me faire virer de tous les collèges parce que je faisais des bagarres. Et donc, c'est un peu pour ça que j'ai un peu lâché les bancs de l'école. Et parce que voilà, à la maison, ça se passait mal. J'avais d'autres problèmes à régler que d'aller régler des problèmes de mathématiques. Et puis en plus de ça, on pouvait faire un petit peu d'argent. Alors, je voyais pas l'intérêt pour moi de rester à l'école. Donc voilà, j'ai très très vite abandonné. Et ce qui m'a pas servi, du coup, tous ces problèmes-là m'ont amené en fait très tôt à me retrouver à faire ma première expérience en fait à la rue avec ma famille. Donc j'avais 16 ans. Où donc là, du jour au lendemain, on a tout quitté. Donc là, il y avait vraiment plus rien, plus d'école, plus d'amis, plus personne. Et je me suis retrouvé en fait avec ma famille à fuir dans le sud, la région toulonnaise, pour refaire une nouvelle vie. Mais voilà, qui dit fuir, donc qui dit rien de prévu, donc qui dit à la rue dans le sud.
Donc là, c'était une grande claque en fait pour moi dès 16 ans, en fait, de commencer ma première expérience, qui a été ma première et ça n'a pas été la dernière. On imagine à quel point ça, on peut que imaginer, hein, évidemment, ce que ça a pu être. On rentrera pas, effectivement, ça n'a pas forcément grand intérêt de savoir pourquoi il y a eu cette expérience de la rue si tôt. Mmh. Ça t'a forcément obligé à grandir vite. Ouais, de ouf. Quel a été un peu le cheminement, que moi, en gros, sous-jacent, je sais en fait ce qui s'est passé un peu, quels ont été les principaux rebondissements, mais est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs, après cette première, enfin, là, tu es à l'extérieur, tu as 16 ans, sans domicile. Quelles va être après pour toi les étapes qui vont te mener, notamment je crois que l'étape clé, ça va être, un job que tu obtiens dans un camping en fait. Quel va être le cheminement? Ouais, exact. Bah, déjà, ce cheminement, je me suis fait une big séance de psy. Et en fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi du comment. Je me suis dit, voilà, quand tu te retrouves dans la merde, faut essayer de savoir pourquoi tu t'es retrouvé là pour essayer de plus le refaire. Donc, du coup, en fait, je me suis retracé toute ma vie dans ma tête et en fait, je marchais. C'était mon délire de marcher. Ça me faisait du bien, ça me permettait de réfléchir. Et je faisais le point en fait sur ma vie, savoir comment j'en étais arrivé là, tu vois, comment c'était possible. J'arrivais pas à comprendre comment c'était possible d'en arriver à ce point-là aussi rapidement. Et, euh, et une fois en fait j'ai réussi à peu près à avoir mes réponses et à comprendre, à accepter en fait mon sort, je vais dire. Bah c'est là en fait j'ai décidé de réagir. En fait j'ai décidé de réagir et que en fait des bonnes personnes que je considère comme ma famille m'ont tendu la main ce moment-là, parce que voilà, j'étais prêt et il y avait une opportunité à saisir justement, un travail à prendre en camping en Savoie, à Chanaz. Et j'ai sauté sur l'occasion directe. Donc là, j'ai quitté ma famille dans le sud, qui avait trouvé un logement depuis. Je les ai quittés pour moi faire ma vie de mon côté, essayer de relever un peu tout ça, faire de l'argent, devenir quelqu'un de stable et puis stabiliser surtout ma famille pour pas que ça leur arrive une deuxième fois. C'était surtout ça en fait, comment faire les choses pour pas que ça arrive une deuxième fois. Quand tu dis ça, c'est un point qui est assez intéressant, c'est que tu aurais pu, complètement, sombrer et te révolter et on va dire accuser le sort ou accuser, d'autres personnes. J'imagine que tu es peut-être passé par cette étape-là, enfin par cette phase-là, mais derrière tu as essayé vraiment comment dire? De dépasser ce cap, de pas rester enfermé dans ce schéma-là et tu dis tu as fait un peu c'est en fait en changeant d'état d'esprit finalement que l'opportunité aussi s'est présentée à toi, en fait. C'est-à-dire que ce que tu as alors on va faire un peu pas un début de psychologie, mais c'est en fait en donnant un autre schéma, c'est-à-dire de ne pas être une personne énervée, mais une personne, disposée à changer et à saisir des opportunités. C'est là que l'opportunité s'est saisie. On dit souvent, tu sais, que, les gens parlent de chance, est-ce qu'on a de la chance ou pas de chance? Et en fait, on dit Ouais, souvent, c'est la c'est loi la de l'attraction. Tu ouais. attires ce que tu dégages. Exactement, ouais. C'est-à-dire que tu les opportunités, tu t'apprends à les saisir et en fait, ce que les gens appellent chance, c'est que des opportunités saisies par certains, en fait, non? Exactement. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Que c'est vrai que c'est que du moment où ouais, l'état d'esprit il a changé que tout est venu dans ma vie et on m'a tout donné. C'est vrai que j'ai toujours dit, enfin, pour moi, c'est vraiment de la chance, vraiment tout ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé des choses incroyables en fait depuis ce jour-là, depuis que j'ai pris conscience en fait de tout ça. Euh, Mais tu as provoqué cette chance aussi. mais c'est vrai, c'est ce qu'on me dit et ce que je prends en conscience en ce moment, c'est que, est ce que je comprends, ouais, c'est que c'est de la chance provoquée. C'est surtout parce que c'est ouais, c'est un peu la loi de l'attraction, tu vois. Je veux ça, donc du coup, ça dégage un certain truc, et du coup, bah, je suis plus ouvert à certaines propositions on me propose, où j'entends des choses que j'aurais pas entendues Avant, ouais. dans un autre état d'esprit. Donc ouais, c'est un cheminement ouais qui amène plein de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait maintenant 10 ans quasiment que d'avoir un bon état d'esprit comme ça et être ouvert à tout, ça a changé ma vie. Et j'ai rencontré des gens de ouf qui ont changé ma vie. Quand on revient donc dans le passage, 16 ans donc, cette épreuve, le camping à Chanaz, tu as quel âge? C'est en quelle année, que ça se passe? Alors celui-là, j'avais 18 ou 19 ans, je sais plus si j'avais peut-être 19 ou je sais plus exactement, 18-19 ans. J'avais quand je suis arrivé là-bas. Et
et voilà, puis ça a été mon premier CDI quoi, là-bas. Ça a été ouf. Ça a duré combien de temps du coup? Ça a duré, j'ai arrêté en 2014, 2013, 2014. Ça a duré 2-3 ans. Ok. Ouais. Et à la suite de ça, alors, c'est quoi? C'est à ce moment-là que tu montes à Paris ou c'est plus tard en fait que vient Ah le... non, c'est bien plus tard. Ok. Après, j'ai enchaîné le boulot en fait. J'avais fait mon taf au camping et j'avais fait le tour et voilà, ça m'ennuyait un peu de toucher encore le SMIC. On me proposait un statut de fonctionnaire. C'était pas du tout comme ça que je voyais ma vie. Je voyais pas ma vie fonctionnaire au SMIC et attendre des années avant d'être monté à 1006. Donc j'ai quitté en fait ce job-là parce que je me sentais prêt. J'avais appris la valeur du travail, se lever le matin, t'as fait 10 heures par jour, pas compter ses heures si on était dans le tourisme. Donc du coup tu comptes pas tes heures ni tes jours. Donc du coup une fois que je me suis dit voilà j'ai appris tout ça, j'ai tout quitté. Donc là j'ai enchaîné l'intérim. Alors j'ai un peu tout fait. Hein. Je fais de l'abattoir, du plaquiste. J'ai fait travaillé dans les égouts aussi. J'ai fait T'as croisé des beaucoup de. crocodiles ou pas? Hein? T'as croisé des crocodiles ou c'est une légende Ouais, des urbaine? reptiliens, des trucs de ouf. Non. Non, 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 mais c'est ça, là, en bas, c'est chaud. Hein. Par contre, c'est immense. C'est des villes entières dans les égouts, c'est ouf, c'est ouf. Mais bon, bref, du coup, ça payait bien. Donc après, voilà, j'ai fait plein de métiers. Et en fait, Paris, ça arrivait dans le dernier métier que j'ai fait. J'étais veilleur de nuit à un hôtel à Aix-les-Bains. Et c'est vraiment de là, en fait, avec tout ce qui m'est arrivé, en fait, tous les gens qui m'ont tendu la main et puis tout mon parcours professionnel qui m'ont amené à me dire au bout d'un moment, vas-y, Brian, faut que tu fasses quelque chose, en fait. Parce que là, tu as beau changer de métier, mais en fait, avec tes capacités, tu gagnes le SMIC parce que tu peux pas gagner plus. Parce que voilà, t'as pas des compétences de ouf, t'es pas un génie, tu vas pas pouvoir faire du travail qui m'ont rapporté. Donc allez, maximum, tu vas gagner quoi? Tu vas gagner 1004 parce que tu auras bien négocié le contrat. Mais c'est tout. Donc je me suis dit, vas-y, cherche un truc qui demande aucune compétence, que n'importe qui peut faire et qui pourrait rapporter beaucoup d'argent. Et c'est de là où je me suis mis dans une longue réflexion. Donc toute l'année où je travaillais à cet hôtel-là. Et c'est de là où a découlé à l'issue l'idée de Line-Stud. C'est-à-dire que la conclusion de cette longue réflexion, c'était quoi? C'était patron d'une entreprise digitale, patron d'une application? C'était quoi la conclusion? Non, c'était patron. De toute façon, la conclusion de patron, en fait, elle est là depuis des années. Ça fait depuis des années, depuis que je suis tout petit. De base, je me suis dit, je veux être patron. Je me disais toujours, avant mes 30 ans, je serai millionnaire, propriétaire de ma Mercedes, et tout ça dans les îles. C'est une phrase que je dis toujours depuis que je suis tout petit. Bon, non, elle a évolué, j'ai plus les mêmes envies. Mais ça a toujours été une envie d'être indépendant. En fait, j'ai jamais été quelqu'un. Et c'est pour ça que j'aimais pas l'école, en fait, d'être dans le même moule que tout le monde, être derrière un bureau, écouter. J'étais quelqu'un de têtu et d'indépendant. Donc, du coup, à l'issue, en fait, de cette réflexion, c'était juste être patron. Après quoi, j'en sais rien, j'ai eu plein d'idées. J'ai eu plein d'idées. Je voulais monter un truc dans la restauration, un truc dans le logement. Et le digital, j'y pensais pas du tout, parce que j'y connaissais rien du tout en digital. Et c'est quand j'ai vu qu'un mec, en fait, un ancien, avait lancé un truc un peu digital, donc, exactement la même chose que je fais. Sam Hall Lines Dude, c'est le gars qui fait la même chose que Lines Dude, mais en Amérique. Et j'ai tout copié, hein. J'ai vu ça, je suis devenu fou. J'ai vu qu'il gagnait de l'argent, que c'était simple. Et je me suis dit, si lui, il arrive à le faire là-bas, moi, je vais faire la même chose en France. Alors là, c'est un point qui est vachement intéressant, c'est la notion de ne pas réinventer la roue, en fait. Ouais, Tu t'es dit, faut pas. plutôt que de créer un truc de l'espace, tu es parti sur des idées assez classiques, conventionnelles de restauration de logement. Finalement, tu as pris une autre idée importée, mais tu as pris quelque chose que que tu connaissais déjà. Il y avait déjà un marché, il y avait déjà des gens qui faisaient un business sensiblement identique, pour pas dire le même. Mm. Et donc, en fait, tu es parti sur comment dire, sur une stratégie déjà éprouvée. C'est ça, parce que voilà, je suis pas un génie. Et, et quand tu as des opportunités comme ça, faut pas se casser la tête pour dire ouais, j'ai inventé un truc. Moi, je le dis, voilà, je me suis inspiré du gars, je me suis grandement inspiré de lui. Enfin, voilà, j'en ai pas honte. Au contraire, voilà, je suis content. Ça fait un beau projet et ça fait une réelle opportunité. Et cette opportunité-là, elle m'aide bien.
elles m'aident beaucoup. Donc, ouais, quand tu as des opportunités comme ça, faut pas se casser la tête à vouloir inventer un truc et se prendre pour Spielberg ou, ou le Zuckerberg. Des fois, c'est tout simple, c'est sous nos yeux, ça se fait à côté de chez nous. Et voilà, comme tu as dit, il faut pas réinventer la roue. Il y a plein de grosses boîtes qui n'ont pas créé quelque chose de toute pièce, elles ont simplement adapté à l'économie digitale. Hein. Si on prend que ce Exactement. soit de l'hôtellerie, les taxis, Uber, etc. Ouais, Il y a et même plein de Facebook, boîtes. hein, si tu regardes bien, à l'époque, Facebook, c'était les skyblogs. Enfin, tout, en vrai, c'est vrai que tout, de base, ça part d'une base qui existe déjà, ouais. Tout à fait. C'est une évolution. C'est simplement Exactement, c'est une ça. transformation. Prendre l'ancien pour refaire du neuf. C'est ça, transformation numérique. Comment donc de l'idée, ce qui va nous intéresser, ça là, on va passer un peu dans le cœur de ton business, de l'idée en fait, tu es à la conciergerie d'un hôtel, de cette idée qui te transperce, tu te dis: «OK, c'est ça», à station F. Comment ça se passe? Comment on arrive à ce résultat? C'est un long chemin. C'est- Combien de temps ça met déjà, en fait, entre le moment où tu as l'idée, elle surgit quand, en fait? Comment ça se passe? Quelles sont les circonstances de la rencontre avec l'idée? Alors, tu rencontres le modèle, mais tu m'as parlé également tu m'as parlé d'un comment on appelle ça? Tu étais dans une file d'attente Ouais, bah, aussi? tout le cheminement, je vais te l'expliquer. Vas-y. Ça a commencé, je crois que j'ai eu l'idée en 2015-2016, je sais plus exactement. Et en gros, j'étais dans la file d'attente de Carrefour Market d'Aix-les-Bains. Et il y avait une file d'attente, tu vois, parce que comme d'hab, il y avait la mamie qui galérait à payer. Et donc, du coup, bah, ça mettait un peu d'attente. Et moi, je suis quelqu'un d'impatient de ouf. Et dans mes oreilles, j'avais une musique de Lacrim qui s'appelle Sablier. Et le refrain, ça dit, est-ce que le temps, c'est de l'argent? Tu peux rattraper l'argent, mais tu peux pas rattraper le temps. Et moi, à cette époque-là, ça faisait un moment que je réfléchissais à qu'est-ce que je pouvais faire. En fait, je regardais tous les problèmes qui existaient, toutes les situations qui me mettaient une émotion désagréable, et j'essayais de savoir si je pouvais transformer ça en agréable. Et en fait, le tout, la situation, la file d'attente, la frustration, la musique, bah, dans ma tête, ça a fait un éclair. Je me suis dit, bah, putain, en fait, moi, là, je paierais bien quelqu'un pour qu'il attende à ma place. Je vais faire mes bails, je reviens, je récupère ma place, j'ai pas attendu. Le mec, il prend son billet, il a gagné l'argent, moi, j'ai gagné le temps. Ah, je me suis dit, ouais, il y a peut-être un truc grave intéressant, tu vois, à faire, ça me plaisait bien. Et après, c'est en rentrant chez moi, je rentre chez moi, puis je tape sur Google, je sais plus qu'est-ce que je tape exactement, mais genre, être payé, payer quelqu'un pour attendre à sa place, ou je sais plus comment j'ai écrit. Et là, bah, je tombe sur le mec des États-Unis qui fait ça, Robert Samuel Jackson, je crois que c'est Robert machin, qui est un ancien chômeur qui a fait ça en 2007, si je dis pas de conneries, pour la sortie de l'iPhone 5, où il a proposé sa place à vendre, et que depuis, en fait, sa société bah, se porte très très bien. J'ai vu que ça se faisait aussi en Italie, que ça s'était fait en Chine, en Inde, puis que ça se fait partout au bled, enfin que ça se fait, voilà, que ça se fait énormément. Et bah après, à partir de là, j'ai commencé à appeler toute ma famille, leur dire voilà, vous en pensez quoi? Là, j'ai eu cette idée-là, il y a ça qui se passe. Et là, tout le monde m'a dit que bah, chaud, c'était une très bonne idée. Et moi, je me suis dit, bah, si l'autre, il se fait $4 000 par week-end et que tout le monde est chaud me dit que c'est un truc à tenter et que moi, ça me plaît, go. Et donc, du coup, là, j'ai décidé de tout quitter du jour au lendemain. Ce qui m'a poussé à tout quitter du jour au lendemain aussi, surtout, c'est parce que ça faisait 1 an que je cassais la tête à tout le monde en disant je vais partir à Paris, je vais faire une société, je vais être patron, et que du coup, là, le moment était venu, et c'était le moment de porter ses couilles, tu vois. Alors qu'en vrai, enfin, j'avais pas du tout envie, j'avais très très peur, j'avais pas envie de tout quitter une nouvelle fois au risque de tout perdre. Mais, euh, mais ça faisait 1 an que je le disais, donc du coup, j'ai tout quitté, j'ai démissionné de mon travail. Mon dernier jour de travail, c'était le jour de l'an. Je sais plus, c'était l'année 2000, l'année 2016 ou 2017. J'ai fait mon dernier jour de travail le jour de l'an. J'ai démissionné, j'ai quitté mon appartement et ensuite je suis monté sur Paris avec ma trottinette, mon petit sac à dos, mon téléphone et voilà. Et là, bah, j'étais seul tout à Paris, sans logement, avec ma petite trottinette, mon petit téléphone, mon petit sac à dos, en mode bah faut que je crée Lines Dude. Maintenant, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Je Bon, vais où? allez. Et c'était chaud. Donc là, c'est quoi? Tu te retrouves à Paris quoi, le 2 janvier du coup? Je me suis retrouvé à Paris. Non, je me suis retrouvé à Paris en mai, juin. Mai, juin, je me suis retrouvé là-bas.
Ok. Donc, tu Euh, descends du TGV, tu es à Paris, tu fais j'ai pris quoi un Blablacar concrètement? en fait, parce que le laps de temps qui s'est passé quand j'ai démissionné, j'ai rendu mon appartement, c'était un peu le temps de tout préparer. Et, euh, et en fait, je suis parti du jour au lendemain après une caisse. En fait, on s'est pris une grosse caisse. J'ai commandé mon Blablacar à minuit pour 6h30 le lendemain matin, complètement pété. En mode, ça y est, il faut que j'y aille, il faut que j'arrête de me chier dessus, parce que je me chiais littéralement dessus. Et ouais, donc je suis arrivé mai-juin à Porte d'Italie. Sans plan, sans contact. Sans plan, sans contact, ouais. J'étais Ok. en mode. En fait, j'arrivais pas à trouver d'appartement. Je me suis dit, déjà, si j'essaie de trouver un appartement, déjà sans rien, à distance, c'est mort. Donc, déjà, si je veux un appartement, il faut que je sois sur place. Donc, en fait, le seul plan que j'avais quand je suis arrivé, c'était déjà commencer par trouver un appartement. Parce que, voilà, fallait pas vivre à la rue pour monter un projet. Comment tu pars presque sur un coup de tête suite à cette idée, puisque en fait l'idée entre Nouvel An, mai, juin et on va dire l'idée qui survient quelques semaines plus tôt, euh, est-ce que tu as un peu, t'arrives à Paris en te disant bon ok ce soir si j'ai pas de logement ce soir c'est quoi le plan? C'est je redors dehors parce que j'ai déjà fait et de toute façon je survivrai, ou tu te dis j'ai un mois de salaire devant moi, j'ai 1500 balles et je peux tenir un petit peu en dormant dans un Airbnb ou en dormant dans un hôtel. Quel était le plan en fait? Il n'y avait pas de plan. Il y avait pas de plan. Tout ce que je savais, c'est qu'il fallait pas trop que je fasse Airbnb hôtel. Je l'ai fait une fois et ça, c'était drôle. C'était genre ma chambre d'hôpital parce qu'à force de faire de la trottinette et de faire Paris de long en large en trottinette, je me suis fait une rupture du tendon d'Achille et je pouvais tout simplement pas poser le pied par terre. Et je suis resté 3 jours confiné dans un hôtel à Barbès à 30 balles la nuit. Après, non, les plans que j'avais, c'était, il y avait une application qui m'a sauvé la vie plusieurs fois, qui s'appelait Yes Student. En fait, c'était une application pour les moins de 25 ans. Pour, pour moins de 10 balles ou 15 euros max, en fait, tu peux dormir chez un étudiant. Donc, pas cher, bon plan. Donc, ça, c'était mon programme, en fait, du matin. En général, les 8 premières heures, c'est très long, hein, les 8 premières heures, je l'ai passé à chercher un logement pour le soir. Donc, essayer de gratter un étudiant, rencontrer du monde ou trouver un endroit, en fait, où je me sentais en sécurité dehors au cas où. Ah ouais, ça te Chose très prenait simple. 8 heures, hein. Ça te prenait 8 heures à peu près de trouver Ça ce. prend énormément de temps. C'est où je te jure, ça me prenait toutes mes journées. Je commençais à 6-7 heures du matin. Ouais, dès que je trouvais, des fois, c'était 16h, 17h, tu vois. Sinon, C'était t'étais dehors, quoi. un truc de baiser. C'est parce qu'en plus, c'est quand t'es un homme, c'est un peu plus compliqué. T'es tout seul, t'es un homme. Heureusement que t'avais pas un chien. Ouais, heureusement, ouais, non, c'est clair, c'est clair. Non, ça aurait été une galère. Ok. Donc, mais après, c'est vrai que j'avais déjà dormi dehors, donc ça me dérangeait pas. En plus, c'était mai-juin. Bah, après, c'était galère, c'était pendant les périodes de l'inondation. Tu vois, la dormir dehors, c'était chaud. Oh là là. Quand il y avait l'inondation à Paris. Et tu as été obligé, du coup, t'as été à un moment donné pendant cette période-là dehors, ou tu as toujours réussi à trouver une Ah, solution? bah, il y a eu des moments dehors. Mais après, enfin, j'allais dire, ça n'a pas été les plus durs. En vrai, ça a été l'expérience quand même de sans-abri la plus dure. Chose que je pensais pas quand je suis arrivé. Justement, je suis arrivé en mode je m'en balèque parce que je me suis dit, de toute façon, j'ai déjà été à la rue, donc la deuxième fois, je le fais sur un pied. Ok. Bon, déjà, je l'ai fait sur un pied parce que j'avais la rupture du tendon d'Achille, tu vois. L'autre Mais, était brisé, ouais, mais ok. en vrai, c'était la plus dure. J'ai craqué, je crois qu'au bout de 3 semaines, un mois, je craquais. J'ai craqué complètement, j'en pouvais plus. Je me suis dit, j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire? J'ai tout niqué. Ouais, parce qu'en vrai, ça t'arrivait souvent d'être dehors, en fait. Ah, ben très souvent. Ah Très, ouais. très souvent. Tu passais 8 heures à chercher, tu trouvais rien, et finalement, tu étais quand même dehors, quoi. C'est ça. Oh là. Ok. Et là, comment se passe alors pour le branding, en fait, tu rencontres Stéphane, donc qui est un pote à moi, qui est un pote à toi aussi du coup Ouais, maintenant, Stéphane Boudemy, qu'on salue au passage. c'est ouf. Comment se passe la découverte des Hacker House en fait? Comment tu arrives sur cette piste-là? Bah, la Akira, c'est une histoire de dingue en vrai. Euh, c'est une histoire de ouf. J'avais postulé en fait déjà à l'époque à la Keros, avant même que je sois à Paris. Parce que justement, je cherchais des logements, tu vois, avant d'arriver là-bas à l'arrache. Mhm. Et j'avais postulé là-bas et je m'étais fait recaler parce que tu sais, pour rentrer, donc il faut être porteur d'un projet. Et il faut bien entendu expliquer qui tu es, qu'est-ce que c'est ton projet, pour qu'on voie un peu à qui on a affaire et que les colocs valident ou pas ton. Le profil.
Et moi, j'avais pas voulu raconter. J'étais dans un délire bizarre. Moi, je connaissais pas tous ces milieux-là et je voulais pas raconter mon idée par peur qu'on me la vole. Ouais. C'est Donc, un, du c'est coup, un- c'est un phénomène je très racontais pas. répandu. C'est un phénomène très répandu. On Ouais, en c'est ouf, dira alors qu'en vrai, c'est complètement con. on va en dire deux mots effectivement pour les auditeurs qui découvrent peut-être au fil de ce podcast en fait ce concept-là. Mais vas-y, finis, on reviendra sur cette histoire-là. Vas-y. Et du coup, je me suis fait recaler. Et bon, les mois sont passés. Quand je l'ai fait, c'était en décembre, il me semble, décembre 2015 ou 2016. Et les mois passent et puis j'oublie Akeros, qui est une colocation spéciale entrepreneur. J'oublie. Et moi, je tapais tous les autres particuliers. Et un jour, j'étais à Châtelet, mais au bout du rouleau, j'en pouvais plus. En plus, il pleuvait ce jour-là, j'en pouvais plus. J'étais allongé aux halles et je squattais les réseaux sociaux avec ça à faire. Et je tombe sur un post de Anissa, un post sur Wanted Community, il me semble. En fait, donc à l'époque, elle faisait un projet d'étudiante où elle faisait des sites internet pas chers. Et en fait, sur ce poste-là, elle se faisait tacler par tous les gens parce qu'ils disaient ouais, t'as pas de RCS, t'as pas le droit de faire ça, c'est illégal. En plus, t'es en dessous des prix du marché, c'est de la concurrence illégale, nanana, nanana. Voilà, comme des schlags. Et moi, j'ai pas aimé, en fait. Je me suis dit, attends, c'est quand même bien. Il y a une fille, en fait, pour s'entraîner. Elle propose des trucs pas chers, donc c'est gagnant-gagnant. Elle prend la main. D'un côté, pour quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent, ça lui fait un truc. Et je trouvais ça bien. Donc, du coup, je l'ai défendu. Puis après, j'ai commencé à lui parler, en fait, en privé. Et en fait, on a bien sympathisé. Et elle a fini par me parler de la Hackeros. Elle m'a dit, attends, mais je connais un gars qu'il faut que tu contactes, qui serait parfait pour toi. Il s'appelle Stéphane Boumni. Il a créé la Hackeros, c'est une colocation pour entrepreneurs. Et en plus, je sais que là, il recherche quelqu'un. Et là, j'étais ouf parce que je me suis rappelé que je l'avais déjà contacté, en fait, ce mec. Donc, 30 secondes après, je tape Stéphane dans mon Messenger et puis je vois que voilà, je reprends la discussion. Et je sais plus ce que je lui envoie comme message. Je lui dis, voilà, je suis à Paris, machin, nanana. Kanissa m'a parlé de lui. Et qu'il faut qu'on se voit. Et il me dit, on s'est vu le lendemain, je crois. Je crois que ça s'est fait le lendemain. Et donc là, on se voit le lendemain à la Hackeros d'Ivry-sur-Seine. Et voilà, ça a été ouf. Voilà, je le vois, je vois la maison. C'était une maison de barjo, maison de barge sur 3-4 étages. Et on se présente et du coup, au lieu de pas vouloir dire ce que je faisais, je lui montre une vidéo. En fait, à l'époque, je filmais un peu tout ce que je faisais pour me faire connaître. Donc, je filmais mes débuts, qu'est-ce que je voulais faire à Paris et je filmais aussi toutes mes galères. Et je mettais ça sur les réseaux pour essayer de faire taper un buzz. Tu vois, c'était la seule strate un peu que j'avais de côté. Et donc, du coup, je lui montre la vidéo de présentation. Et donc, voilà, il a bien aimé et tout, nanana. Et puis, il me dit, vas-y, j'en parle au coloc et j'en parle au coloc ce soir, puis je te dis demain s'ils sont chauds ou pas pour que tu viennes. Donc là, j'étais soulagé de ouf et le lendemain, à 11h, 11h30, je crois, il m'appelle. Enfin, il m'envoie un message, il dit, vas-y, c'est bon, les colocs, ils sont validés. Et là, j'étais refait de ouf. J'étais refait, ça y est, j'avais un toit, j'allais pouvoir aller me doucher, dormir dans un lit. J'ai été ouf. Je suis directement parti pour Ivry-sur-Seine. Et là, j'ai fait Puis là, l'aventure à Keros, elle a commencé. Elle a commencé en juillet 2017. Et ça a changé ma life. Ça a changé ma life. Alors, on va détailler ça après parce que je pense que c'est intéressant aussi. Et puis, c'est une partie de l'histoire que je n'ai que par bride, en fait. Donc, ça m'intéresse et je pense que ça intéressera les auditeurs. Je vais revenir sur deux, trois éléments intéressants que tu as dit. D'abord, la notion de vol d'idée. Alors, c'est un truc, c'est marrant parce que c'est vraiment une idée que j'avais moi aussi, de dire, ouais, si je parle d'un concept, d'une idée géniale d'application, etc., on va me la voler. Mais en fait, tout le monde ne peut pas voler une idée, en fait. Déjà, une idée ne vaut rien. On dit souvent que c'est l'exécution qui compte pour quelque chose. Et le vol d'idées, c'est compliqué parce qu'en fait, on viendra après sur le développement de Linedeads et sur ce que ça coûte une application, etc. Pour ceux qui n'ont pas forcément cette notion-là. Mais c'est pas évident. Je veux dire, c'est pas le premier venu qui, en une nuit, va te piquer un concept qui est long à développer, à fabriquer, à marketer, etc. Donc, c'est clair. Et même si le mec, c'est un bête de codeur, un bête de développeur et qui va te coder l'application en une semaine, même s'il le fait, c'est même pas dit que lui, il arrive à
à la fin. À savoir ce qu'il faut en faire avec. Donc voilà, donc il faut avoir l'esprit business derrière, il faut avoir une vraie vision, et il faut que ça te colle à toi, en fait. Donc ça, voilà, donc c'est que pour ceux qui écouteraient, qui se disent: «Bon, j'ai peut-être une super idée, mais je la garde sous le coude dans un carton, sous clé à triple verrou, j'en parle à personne parce qu'on va me la piquer». Bah ouais, mais si tu en parles à personne, elle risque jamais de se concrétiser parce que faire les clair. choses. Et surtout que les gens t'aident à la concrétiser, mais ils te l'améliorent. Exactement. Parce que moi, l'idée de base que j'avais eue, c'est à 100 milieux de ce qu'elle est aujourd'hui. OK. Si j'en aurais pas parlé aux gens, Ouais, tout à fait. Il faut confronter l'idée et la faire évoluer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc les Hacker House, pour ceux qui connaissent pas, et je mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo pour saluer le travail que fait Stéphane et qui est un super boulot et dans lequel je vais probablement prendre une participation de plus en plus importante parce que je crois dans ce projet. C'est effectivement du co-living, mais dans le co-living, il y a plusieurs modes de vie. Donc la Hacker House, les gens iront voir si ça les intéresse. C'est l'auberge espagnole revisitée, quoi. C'est-à-dire que c'est des chambres ou non privatives. On est, comme Stéphane le dit, c'est du bed and desk, c'est-à-dire que et non pas du bed and breakfast. Ouais. Tu es dans des lits superposés. Tu peux être 4 par chambre, par exemple. Exactement ça. Ok. Voilà. C'est vraiment l'esprit communautaire et c'est vraiment ça en fait que moi j'ai trouvé bien en fait dans mon expérience à Kairos. C'est quand tu vas là-bas, faut pas t'attendre que tu sois dans ta petite colocation classique, tu es chez toi, pépère. Tu fermes ta porte à double tour, salut, merci. Ouais, voilà, ça existe pas. Tu es là-bas, tu oublies l'intimité, tu oublies tout, mais de toute façon, tu es là-bas, c'est pour ton projet, c'est pour le business. C'est un accélérateur, c'est ambiance accélérateur. Mais je dirais plus au niveau aussi personnel parce que vu qu'en fait, on est tous là, tous ensemble, tu vois, un peu les uns sur les autres, c'est une vraie famille en fait à la fin, tu vois, qui se crée. Et en fait, tout le monde se pousse sur l'autre, au niveau personnel, niveau professionnel. À la fin, ça te fait des contacts de ouf, ça te fait un réseau avec qui tu gardes, qui t'aide aussi pour tes business. Et c'est vraiment, je trouve, en fait, ça qui est très important, c'est l'esprit de cohésion et de famille en fait que ça crée derrière niveau personnel. C'est vraiment ça qui rajoute une plus-value niveau business. Tout à fait. Mais de toute façon, si les auditeurs sont intéressés par le profil de Stéphane, j'ai fait un podcast avec Stéphane. Donc, vous pourrez regarder dans l'historique des podcasts que j'ai créés, l'interview que j'ai faite de Stéphane. Tu arrives dans cette Hacker House en juillet 2017. Ouais. Quelles sont un peu les étapes qui suivent, qui t'amènent justement à l'application et Station F après? Il y a eu encore pas mal d'étapes. Hein. Déjà, quand je suis arrivé, moi, j'étais perdu. Je me suis dit, ça y est, je suis entouré que de millionnaires, des chefs d'entreprise et tout. Tu vois. Pour moi, je les voyais. Tu les mettais sur un piédestal. De ouf. Sur le piédestal, il était lui-même sur un piédestal. Tu vois. Pour moi, c'était le summum, ces gars-là. Et du coup, voilà, j'étais un peu perdu. Je savais pas trop comment faire ma place, tu vois. Je connaissais rien du tout au business. Puis j'avais une façon de parler un peu spéciale. Combien te coûtait l'hébergement? Alors, c'est là aussi où c'est ouf et c'est ce qui a fait en fait, c'est ce qui a fait la suite et pourquoi je suis encore là pour en parler. De base, l'hébergement te coûte 560 €. Coûter à Ivry-sur-Seine 560 €, tout compris. Sauf que toi, à ce moment-là, tu n'as pas de boulot. Voilà, moi j'ai absolument rien. J'avais payé mon premier mois de loyer et c'était terminé, basta, j'avais plus rien en poche. Et il fallait que j'ai un deuxième, fallait que je paye mon deuxième mois de loyer. J'avais rien du tout qui tombait, pas de Pôle emploi, rien du tout. Et là, j'ai eu une chance. Enfin, voilà, Stéphane, c'est quelqu'un de formidable. On s'est mis à parler. Donc, je lui ai un peu raconté, voilà, mon parcours, ma vie et un peu voilà les galères qui allaient avec. Et il m'a vite tendu la main en fait en mode on peut s'entraider, tu vois. Lui, il avait besoin d'aide un peu sur la gestion de la maison, des petits travaux, machin, l'aider avec la communauté. En contrepartie, lui en fait, il m'a offert le loyer. Donc en fait, j'ai payé un mois de loyer et après pendant plus d'un an, j'ai vécu dans la carrosse gratuitement. Grâce à Stéphane, parce qu'il a cru en moi, il m'a donné la chance de ma vie. Il m'a offert un loyer, il m'a donné son MacBook aussi, parce que j'avais pas d'ordinateur portable, je travaillais sur téléphone. Donc, il m'a donné son MacBook pour que je puisse travailler correctement pour faire mon business. Il m'a donné tous les outils nécessaires aussi sur Internet pour créer son business, créer des sites Internet, faire des sites et ça.
et surtout toutes ses compétences. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, plus d'un an, il m'a chaperonné en fait, où il m'a appris le business, il m'a fait découvrir plein de trucs, il m'a appris comment faisait une landing page, les A/B testing, des machins. Et j'ai commencé en fait à apprendre le business avec lui, à faire mes premiers clients du coup grâce à ses conseils. Et ça a été une grande histoire en fait. Voilà, le mec, voilà, je l'oublierai jamais. Ça, ça a été le déclencheur en fait de la suite, parce que ça m'a donné une confiance en moi. Parce que en fait, je perdais confiance en mon projet. J'avais l'impression de ne pas avoir ma place en fait à la carrosse. De pas être légitime, de pas être légitime n'étant pas de ce milieu-là à la base, etc., Voilà, quoi. je me sentais pas légitime du tout, tu vois. Donc, Et le fait qu'il m'ait donné cette chance-là, je me suis dit que bah il croit quand même un petit peu, tu vois. S'il croit pas au projet, parce que c'est quand même un projet farfelu de ouf, il croit en la personne. Et du coup, ça m'a carrément boosté en fait, ça m'a redonné une confiance de ouf pour pouvoir faire les choses du mieux possible, tu vois, essayer de faire péter mon business, lui l'aider au mieux possible, parce que cette chance-là, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Tu vois, offrir un loyer à une personne pendant un an. il y a vraiment derrière sous-jacent l'idée, bon, comment dire, bon, l'altruisme et la générosité de Stéphane, voilà, qui sont pas, qui sont, je pense, évidents pour tout le monde. Mais il y a aussi l'idée que dans ces business-là, en fait, dans cette économie-là, on ne sait jamais où va être la prochaine pépite, tu vois. Il y a pas, Hum, c'est pas linéaire. Toi, tu avais le sentiment de pas être légitime parce que tu dis, je sais pas développer, je connais pas ce business, j'ai pas fait je d'études, de connaissais rien du cursus, tout. etc. Mais parce que la vie fait que souvent, je trouve, hein, on est préformaté sur des. Tu vois, t'aurais pas le droit de parler d'application parce que t'es pas développeur, tu vois. Hum. Alors qu'en fait, tu es utilisateur et enfin, je veux dire, tu peux avoir une très bonne idée sans forcément savoir comment elle se fabrique. Il y a la partie technique et il y a l'idée en elle-même. C'est deux choses complètement différentes. Mais c'est vrai que l'éducation fait qu'on a tendance un peu à te mettre dans des cases. Et toi, tu t'étais donc un peu formaté à te dire, bah, je suis pas dans la bonne case. Et finalement, bah, de voir que les gens se disent, mais si, en fait, tu as une bonne idée, c'est cool, tu devrais essayer de persévérer, tu devrais essayer de voir euh, comme tu dis, hein, le fait que les gens croient en toi, ça change aussi ta propre perception de toi-même. Et ça, c'est vraiment, Bah, surtout, ouais, ouais, carrément. c'est ça qui est hyper positif. Donc les mois s'enchaînent, presque une année. À quel moment tu rentres à Station F, en fait, comment tu finis par y accéder? Et quel est le deal, en fait, pour une jeune entreprise, une jeune application comme toi, pour rentrer? En fait, quel est ton statut d'ailleurs? Est-ce que tu es en SARL? Est-ce que tu es une SaaS? Qu'est-ce que tu es? Comment ça s'est passé l'entrée à Station F et comment l'application a été créée? Et bah, l'entrée, comment elle s'est faite? Donc, ça s'est fait grâce à des colocataires de la carrosse. Kevin Besson, le fondateur de Leadbiz, très lourd d'ailleurs, allez regarder. Et en fait, lui, il était à Station F dans le Fighters Programme. Le Fighters Programme, c'est un programme d'accompagnement sur un an dédié à toutes les personnes issues de milieux sociaux compliqués, qui n'ont pas fait les grandes écoles et qui n'ont pas eu les mêmes chances que tout le monde. Donc lui était dans ce programme-là, et il m'a parlé donc du coup de Station F que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et me disait voilà, c'est un super programme, ça fait un an que j'y suis, tu devrais y postuler, tu as toutes tes chances et franchement, ça va t'apprendre de ouf. Tu peux faire décoller ton business grâce à Station F, c'est ouf. Et moi, je voulais pas trop. Parce que bon, pareil, comme d'hab, en fait, là, je voyais pas encore qu'est-ce que j'allais foutre là-bas. Il fallait savoir qu'aussi, à cette époque-là, j'étais un peu perdu dans mon business. Je savais pas trop ce que je faisais, tu vois. Chaque jour, je travaillais, mais je savais pas trop ce que je faisais. J'avançais à l'aveugle tous les jours. Et donc, je me voyais mal arriver dans un milieu pareil où je pensais que c'était encore l'élite de la start-up française qui était là-bas. En plus de ça, je voyais que c'était que des bobos sortis de grandes écoles qui étaient là-bas j'avais une très mauvaise image d'eux en mode ils vont se la racler sur ma gueule parce que ça y est, ils savent tout, ils ont fait les écoles et que moi je sais rien, je vais débarquer là-bas perdu comme un extraterrestre et on va me juger. J'avais encore une mentalité une pas bonne mentalité encore à cette époque. Et du coup, en fait, ils m'ont forcé. Ils m'ont forcé. Ils me disaient, allez, vas-y, fais-le, 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 fais-le. Puis à force, ils m'ont dit, fais-le. Je l'ai fait. J'ai passé le concours de Station F. Et, euh, et du coup, j'ai été pris. À ma grande surprise et à
à mon grand bonheur, parce que j'étais quand même très, 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 très content d'intégrer en fait ce programme, parce que c'est quand même 3% par rapport à des centaines de participants dans le monde entier. Donc, c'est quand même lourd. Donc, en fait, là, ça m'a redonné encore un grand boost de confiance que j'avais encore perdu. Je me suis dit, OK, en fait, non, il y a vraiment encore un truc à faire avec ce projet. Et donc, je suis rentré en 2019. Ça fait quoi? 2019. Je suis rentré en 2019, du coup, au programme Fighters. Donc, à l'époque, il y avait encore rien. Il n'y avait pas de SAS, il n'y avait rien du tout. J'avais juste mon idée. J'avais fait un peu d'argent avec. Et j'avais juste un petit site internet. Donc, l'année dernière. Et donc là, encore une fois, c'est une étape en fait qui a changé ma vie, Station F. En 3-4 mois, j'ai commencé à exploser de ouf. Faisait des milliers d'euros de chiffre d'affaires grâce à des rencontres encore, parce que j'ai passé mes 3 premiers mois en fait à parler à tout le monde. Et donc en fait, j'allais voir tout le monde en Station F, je proposais des cafés et je passais mes journées pendant 3 mois juste à boire des cafés avec les gens pour parler d'eux et leur raconter ce que je faisais. Je voulais leur dire là, tu vois, je passais mes journées à dire ce que je faisais, ce que c'était quoi mon idée. L'idée avait changé. Voilà. Ok. Et bah du coup, ça m'a apporté des trucs de ouf parce que voilà, j'ai eu mes premiers partenaires et mes premiers clients parce que des connaissances de connaissances et tout, et puis des gens qui entendent parler d'eux. Et surtout, l'étiquette Station F que j'ai eu m'a apporté une crédibilité aux yeux de personnes qui me suivaient déjà depuis souvent sur les réseaux, mais qui se demandaient si c'était pas trop une arnaque ou quoi, qui avaient des doutes. Donc du coup, l'étiquette Station F m'a apporté une crédibilité et une puissance de frappe niveau communication. Alors, j'intègre une petite pas une pause, mais une coupure pour justement rebondir sur 2-3 trucs. Il y a un point qu'on n'a pas abordé qui est la conception de l'application sur laquelle finalement tu travailles donc pas mal de temps et que tu viens aussi présenter lors de ta soutenance ou de ton concours Station F. Tu avais déjà l'application, hein. L'application était déjà opérationnelle. Pas du tout. D'accord, ok. Pas du tout. En fait, ce que j'ai fait une fausse application pour le concours Station F. J'ai fait une version cliquable. Donc, je l'ai fait sur comment il s'appelle ce logiciel déjà? J'ai oublié le logiciel. En fait, c'est juste des images, tu mets des boutons et tu cliques, mais il y a rien derrière, il y a pas de back-end, c'est juste, on va dire, c'est juste du front, mais c'est tout cliquable. Et c'est du drag and drop pour la faire. Donc, je l'ai faite comme ça je l'ai prise en vidéo pour participer au concours. Mais moi, j'avais juste une landing page toute pourrie quand j'ai intégré là. L'application arrive donc plus tard en fait? Ben, beaucoup plus tard, parce qu'elle est même pas vraiment encore là. Je t'explique. Pendant un an, pendant tout un fighter, il n'y a pas eu d'application. J'ai tourné uniquement avec ma landing page et un tableau Excel où j'ai fait toutes mes missions, toute la gestion des missions et du service sur un tableau Excel et ma landing page. Et donc là, la deuxième année, là, l'application est en cours de développement. Mais maintenant, en attendant l'application, je gère tout maintenant sur WhatsApp. Tout le déroulé du service se déroule sur WhatsApp. Ça, je pourrais en venir dans les détails si tu veux, pourquoi et comment. Et l'application, là, se développe et on aura peut-être un premier jet à la fin du confinement. J'aimerais bien. Ça serait sous forme d'une progressive web app pour commencer. C'est très intéressant parce que là encore, on rebondit sur quelque chose, c'est que alors pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent, ça ne sera pas un secret, mais pour les autres, c'est que souvent, on est freiné par le coût de création d'une application. Il y a pas mal d'auditeurs, je pense, qui connaissent le livre d'Eric Ries, Lean Startup, avec le côté un premier produit viable, en fait. Donc, le premier produit à bas coût pour tester le marché, vérifier l'idée, etc. C'était vraiment ça, c'est-à-dire une landing page, attirer du trafic, convertir, remplir la mission sur un tableau Excel, même si c'est encore un peu manuel. Après, il y a des automatisations. Ouais, on s'en fout, tout était manuel. Ouais. Et après, seulement, une fois que c'est validé, que ça fonctionne, investir de l'argent, parce que développer l'apps, ça dépend des applications, mais ça a quand même un coût. Et donc, du coup, de lancer ça seulement par la suite, une fois que, on va dire que l'idée est validée, quoi, complètement validée. Et encore, sans forcément pour investir de l'argent. Tu vois, j'ai parlé peut-être à tous les galériens, tu vois, qui sont comme moi et qui peuvent écouter. Quand tu n'as pas une thune à investir, tu peux quand même faire une application. Moi, je me demandais aussi comment j'allais pouvoir faire.
Mais il y a toujours des solutions. Tu vois, une fois que j'ai validé en 2018 en 2019 mon MVP, minimum product viable. Donc, ça veut dire voilà, tu as le minimum qu'il faut pour prouver que ton service marche et qu'il rapporte de l'argent. Donc là, c'était la landing page et le tableau Excel. Après, ce que j'ai fait, je suis allé chercher des développeurs. Donc, je me suis inscrit sur un site qui s'appelle cofondateur.fr. J'ai payé, tu achètes une licence qui coûte 97 €. Et donc là, tu as accès à une base de données de développeurs qui recherchent à s'allier à des projets. Donc là, moi, après, j'ai démarché tous les développeurs pour leur proposer, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai tel projet, j'en suis à tel stade, je suis à Station F et j'ai besoin d'un gars, tu vois, qui est prêt à s'investir et à donner de sa personne pour faire naître le projet ou pas. Donc, en fait, voilà, mets du temps, tu as des parts dans la société, mais voilà, je te promets rien. Pour l'instant, tu n'es pas payé, il n'y a pas d'argent qui sort, mais fais-moi confiance. Voilà, tu vois, là, il y a notre plan, les stratégies, on va faire comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Fais confiance. Donc, j'ai fait comme ça, j'ai eu mes premiers développeurs comme ça, où j'ai eu mes premières galères aussi, parce que des développeurs, j'en ai eu plein. Des gars qui étaient d'accord sur tout, et puis au bout d'un moment, bah, ça revient sur leur décision, parce qu'il y a un petit truc qui change dans leur vie, donc du coup, ils sont pas trop chauds, donc ils partent du jour au lendemain sans te le dire. Ça arrive énormément. Les développeurs, des fois, ils n'aiment pas trop rendre des comptes, donc ils partent sans te le dire. Une fois, je me suis fait voler l'application aussi par un dev. L'application allait sortir. Voilà, c'était une de mes plus grosses galères. C'est arrivé l'été dernier. On avait un deal en plus avec un grand groupe où ils attendaient l'application pour qu'on fasse un partenaire avec eux. Et genre, c'était le contrat qui allait nous faire décoller. Il allait nous faire décoller ce contrat. Parce que c'est vraiment un très grand groupe. Et donc, ils attendaient l'application. Et donc, l'application allait être prête. Elle allait sortir pour le 27 septembre. Et le mec, il s'est barré avec du jour au lendemain. Donc, du coup, je me suis retrouvé sans rien. En plus, moi, bah, je m'y connaissais rien à l'époque. Donc, je lui avais fait confiance. J'avais même pas d'accès au GitHub et tout, rien. J'avais pas d'accès au code. Donc je me suis fait mettre plus de 6 mois de développement. Voilà, il m'a enfilé. J'avais pas dépensé d'argent parce qu'il était associé à la boîte. Mais les galères que ça m'a fait, c'est que déjà, j'ai perdu 6 mois d'investissement en termes de temps à passer à m'assurer que le développement se passe bien. Et surtout des galères après derrière avec les avocats pour récupérer les parts. Parce que c'était moi-même qui avais fait les statuts, les packs d'actionnaires, les ci, les là. Et que ces galères, on a passé 3 heures à trouver la petite phrase qui faisait que je pouvais le virer et récupérer mes parts et me couvrir en cas d'utilisation de l'application. Donc ça aussi, c'est une très, très grosse galère. Et voilà, pour voir après, ça a continué. Donc du coup, c'est après ça, du coup, je suis passé par WhatsApp. En fait, le but, c'était vraiment d'optimiser le mieux, d'automatiser le mieux en fait mon service. Donc là, j'ai essayé de trouver un moyen moins manuel que landing page et Excel. Donc j'ai optimisé ça. Donc du coup, je suis passé je suis passé à WhatsApp pour automatiser tout ça. Et là, depuis peu, donc il y a un dev qui est en train de développer mon application, qui est un ancien coloc de la Hackeros, d'où les bienfaits de Hackeros qui m'a apporté des trucs de ouf. Donc c'est un ancien développeur qui était dans cette maison et en fait qui a vu en fait mon évolution en fait du coup depuis tout ce temps. Voilà, il a vu l'évolution de l'ANSU depuis 3 ans et il m'a dit bah voilà, bah écoute, moi si tu veux l'application je te la dev, je te demande rien, je te la dev juste parce que tu vois voilà, je te vois faire, t'es là, t'en veux, je te la dev parce que ça me fait plaisir. Et après, bah, si jamais tu vois, je vois que ça marche et tout, que ça te plaît, que l'application te plaît, que moi ça me plaît, et que comme tu m'as dit, bah, tu arrives à avoir les fonds que tu recherches, bah vas-y, moi je rejoins la boîte. Tu vois. Donc pour l'instant, voilà, l'application du coup est en train de se développer. Ça me coûte rien du tout au niveau argent, et ça me coûte rien du tout au niveau de part aussi dans la boîte. Donc en termes de soucis, voilà, ça coûte rien du tout. Donc voilà, c'était pour dire un peu, tu vois, ceux vraiment où tu dis, voilà, il y a pas d'argent, on peut vraiment rien faire. En fait, si, c'est possible. Après, c'est vrai qu'il y a le facteur chance, mais c'est toute une histoire de connaissances. Et en fait, il faut traîner aux bons endroits, parler aux bonnes personnes.
Mais surtout montrer que t'en veux et pas lâcher l'affaire. Essayer de tout faire pour que sans rien ça marche, pour que sans rien t'arrives à avoir de l'argent. Et au bout d'un moment, quand les gens ils vont voir que tu arrives à faire de l'argent et que tu lâches pas le morceau, les gens ils vont venir, ils vont t'aider, ils vont dire il y a un truc à faire, ils vont vouloir prendre leur billet dessus. Du moins, faut prouver qu'il y a de l'argent à faire et les gens ils vont venir. Et tu n'auras même pas besoin toi de poser l'argent, c'est les gens ils vont poser l'argent. Il y a aussi ce que tu montres bien, c'est qu'il y a une notion aussi de patience. Tu vois, les gens, des fois, ils veulent un peu brûler les étapes, quoi. On voit que c'est quand même globalement 3 ans de boulot. Tu aurais eu des fonds, tu aurais peut-être pu aller plus vite, en fait. Bah, c'est clair qu'avec des fonds, j'y serais allé beaucoup plus vite. Hein. Tu vois, j'y suis depuis 2017, on est en 2020 et il y a encore rien. Enfin, tu vois, on est au début, en fait. On est au tout début. Tu vois, enfin. Et que les gens comprennent bien, puisque moi je connais un peu le business model, tu peux réexpliquer, donc, parce que tu as expliqué en intro de l'épisode, mais concrètement, les gens font. Alors, tu parlais tout à l'heure de l'épisode d'Aix-en-Provence, la queue dans un magasin, etc. Tu me disais à moi en antenne que c'est plutôt destiné quand même à l'industrie enfin, pour les gens qui font la queue d'attente, la file d'attente pour l'industrie du luxe, pour la rareté des produits. On a parlé tout à l'heure des iPhones. Alors, c'est pas que c'est destiné à eux, c'est moi, j'intègre le marché par là. Ok. En gros, le service, il permet de faire appel à d'autres personnes pour qu'elles fassent la file d'attente à ta place. Des files d'attente, il y en a partout. On a fait des files d'attente à la préfecture, on a fait des files d'attente dans les catacombes de Paris pour les zones touristiques, on a fait de l'attente pour des salles de spectacle, de concerts. Qui t'emploie en fait? Les gens qui postent une demande, qui contactent Line Duds sur le WhatsApp, en fait, ou anciennement sur la landing page, ils tombent dans quoi en fait? Donc ça crée une mission. Par exemple, moi, je vais à une salle un concert de, je sais pas moi, à l'U Arena, je veux pas me taper 4 heures, enfin 3 heures de queue. Je peux prévoir une mission, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et après, nous, on te met en relation avec un gars de chez nous et c'est lui qui attendra pour toi. Un espèce de vacataire en fait qui va en gros aller faire la file d'attente et lui qui va être payé pour cette mission-là, c'est ça? Exactement. Combien coûte le service? Parce que ça semble génial. Moi, j'aime pas du tout faire les files d'attente. Je pense que dans les auditeurs, il y a pas beaucoup de gens. Eh ben, c'est là où c'est pas mal. C'est ce que je suis en train de voir et en train d'essayer de tout fignoler un peu avec les avocats. Ça va évoluer, ça va pas rester comme là, je vais te le sortir, ça va évoluer. Peut-être la semaine prochaine, ça sera pas pareil. Mais le prix est libre. Pourquoi le prix est libre? Parce que je veux pas imposer à mes gars, les Jude et les Judettes, donc ceux qui font la file d'attente à ta place, je veux pas leur imposer le statut auto-entrepreneur. Parce que c'est une galère administrative, c'est une galère de l'argent, tu perds quand même de l'argent. Et surtout, en ce moment, ce genre de station, on va dire, c'est un peu la vogue avec le Uber. Et ça peut très vite aussi être qualifié comme du travail dissimulé et que ce soit des travailleurs. Oui, tu as peur qu'ils puissent être qualifiés sur ta boîte en disant bah, je suis salarié de cette boîte, c'est elle qui C'est que m'apporte le boulot, nanana, si ça etc. se finit comme ça, en fait, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. Donc, en fait, tout le monde y perd. Les gens ne pourront plus gagner leur argent et nous non plus. Est-ce que l'alternative, ça serait pas de gagner justement autre chose que de l'argent, tu vois, genre du coupon, la réduction dans des magasins, enfin des cartes cadeaux, enfin tu vois des. Ça peut-être. Après, je t'avouerai que ça, c'est pas, je tends pas vers ça. Moi, je tends plutôt de laisser une liberté totale. C'est-à-dire, tu peux devenir dude quand tu veux. C'est toi qui décides de faire l'émission ou pas. Et pourquoi il n'y a pas de prix? C'est le client, celui qui demande à ce qu'on fasse une attente, qui décide lui-même du prix. Et ensuite, le dude choisit, voilà, si le temps lui convient, la rémunération lui convient. Et comme ça, il n'y a aucune obligation. C'est tout le monde, des deux côtés, que ce soit client ou dude, chacun est libre. Moi, je suis juste une plateforme qui met en relation les deux. Ouais, c'est sûr qu'il y a, il y a un vrai. Il est probable qu'effectivement les choses évoluent. On C'est verra sûr. dans l'avenir. Tu nous tiendras au courant. Aujourd'hui, concrètement, pour reprendre l'exemple de mon concert où j'ai pas envie de rester 3 heures dans la file d'attente, je me rappelle d'être allé à un concert où j'ai fait effectivement 3 heures de file d'attente à l'U Arena. Quel est le coût observé que tu as pu observer sur les dernières missions de ce type avant confinement, puisqu'on enregistre en plein confinement? 3 heures de file d'attente, Ouais. ça t'aurait coûté 60 euros. En moyenne, après, ça dépend aussi de la météo. Ah, s'il pleut, c'est plus cher. Ah bah ouais, s'il pleut, t'as une majoration. S'il fait froid, t'as une majoration. Parce que faut les tenir, les trois. Tu tiens pas 3 heures pareil quand il fait 20 degrés ou quand il fait moins de 10 ou 40. Donc ouais, là, t'as des majorations. Et bon, là, ça sera l'algorithme de notre application qui prendra tout ça en compte.
Quel est le nombre de personnes? Alors, est-ce que les gens, aujourd'hui, tu as des relais, tu as des dudes et des dudettes partout en France, beaucoup de gens qui sont inscrits pour justement attendre à la place des autres? Alors, partout en France, non, pas encore. J'en ai à Thonon et j'en ai à Paris, toute la région Île-de-France. Donc là, j'en ai à peu près 500. Mais on fait pas encore un peu de partout. Ça, je le fais vraiment quand il y a des vraies opportunités qui se présentent. Où là, je fais des recrutements flash pour des grosses missions. Et ensuite, on voit. Mais sinon, là, le plus gros, je commence vraiment par l'Île-de-France, où là, il y a énormément de demandes. Et justement, comme tu disais au début, sur le marché du luxe. Et c'est pour ça que j'intègre d'abord le service sur ce marché-là, parce que la demande, pour l'instant, la forte demande se trouve ici. Donc, ça me permet vraiment, déjà, moi, de mon côté, de me rôder, de faire connaître mon service aux dudes, qui se fassent de l'argent déjà avec ça, et de faire connaître mon service à plus grande échelle et de venir sur le grand public déjà avec de l'expérience et organisé. Oui, puis j'imagine que c'est plus facile, je pense, pour des gens qui ont des niveaux de revenus importants, d'accepter de payer, quelque chose qui est pas non plus, low cost, hein. 60 €, 3 heures de fil, c'est légitime, mais c'est pas, heu, c'est comme une somme déjà, 60 €. C'est plus facile effectivement peut-être de proposer ce prix à des gens qui ont les moyens, j'imagine, qu'effectivement le gars qui est en coupe-fil, heu Ouais, mais sur le luxe, c'est d'autres prix hein, sur le luxe, parce que là, on n'est pas vraiment sur de l'attente. OK. Le luxe, en fait, c'est comme les chaussures et les vêtements de luxe. En fait, pour les avoir, chaque semaine, tu as des sorties en édition limitée. En fait, pour pouvoir accéder à ces ventes en édition limitée, les marques, elles effectuent des files d'attente en ligne ou des files d'attente en magasin. Donc, en fait, file d'attente en ligne, tu dois juste t'inscrire à un formulaire de chez toi et attendre que la boutique te tire au sort ou pas. Si c'est des files d'attente en magasin, tu dois te déplacer, faire une grande file d'attente, donc du coup, dehors, pour t'inscrire sur le formulaire en magasin. Une fois que ça s'est fait, la boutique, elle fait un tirage au sort et ceux qui se sont tirés au sort peuvent accéder à la boutique pour acheter les articles. Donc nous, on se positionne dessus. Donc il y a beaucoup de files d'attente en ligne. Donc là, il n'y a pas du tout de file d'attente. Les gens restent chez eux. Et donc là, la rémunération est différente. Là, la rémunération dépend de l'article que le client veut acheter. Et quel est l'ordre de grandeur justement pour, un dude, enfin un des gars ou une des nanas qui s'inscrit avec son adresse mail pour toi sur une mission qui est commandée, il peut espérer combien, versus, les 60 € de tout à l'heure de la file d'attente? Ah bah tu fais l'échelle, c'est même plus une échelle, c'est un gros râteau. Là, par exemple, la plus petite échelle, bah là, ce que mes dudes ont gagné aujourd'hui, minimum, tu vas gagner 15 €. Et là, il y a une mission donc qui va arriver. Elle devait déjà arriver là, mais avec le confinement, il y a du retard, on ne sait pas trop encore. Tu vas pouvoir gagner un peu plus de 1 000 € sur un taux horaire à peu près qui va te prendre 15 minutes. Si tu es tiré au sort, c'est-à-dire il faut que ça soit ton mail qui soit tiré? Si tu es tiré au sort. Si on est sur une mission en ligne, après, mission physique, tu te déplaces faire la file d'attente. Donc là, tu es quand même payé si tu n'es pas tiré au sort ou pas. Ouais, tu divises en fait si la mission a ré enfin s'il y a un succès pour ton application, c'est quoi? C'est vous divisez les gains entre tous ceux qui ont participé à la file d'attente? Voilà. OK. Mais écoute, on a quand même pas mal développé, l'application et ce que ça génère. Ça a l'air très, 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 très intéressant et de toute façon, on continue à te suivre cette actualité. Je doute pas que ça va évoluer et on se tiendra au courant. Ouais, il y a du lourd qui va arriver. Vous n'êtes pas prêt. Tu me disais tout à l'heure que tu es sur les réseaux sociaux. Tu es du coup sur quel média pour communiquer sur l'application et sur le service? Alors, réseaux sociaux, moi, je les tiens pas beaucoup. Je suis pas très réseaux sociaux. Tu peux le voir, hein, je suis partout. Après, je suis sur l'Insta, il est sur Twitter, Instagram, Facebook. Mais voilà, moi, je les tiens pas trop. Je suis pas fort pour ça. En plus, en orthographe, j'ai d'énormes lacunes. Donc, je m'en occupe pas. C'est vrai que j'ai pas vraiment besoin de ça parce que à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plutôt un problème de riche, c'est que je refuse des clients parce que je ne peux pas tous les avoir. J'ai pas assez de gars. Enfin, je suis en permanence en train de recruter pour pouvoir assouver la demande. Donc, j'ai pas un besoin de me faire connaître. D'accord, donc aujourd'hui, un des défis, c'est de recruter des dudes et des dudettes.
Ah, moi, mon défi, là, c'est de recruter des due dates, que l'application sorte, que les investisseurs, là, ils rentrent dans la boîte. Là, je suis en train de faire les dossiers, que je puisse recruter du monde en interne. Parce que là, tout seul à tout gérer, C'est ingérable. c'est chaud. C'est pas ingérable, parce que c'est gérable, mais Ça c'est chaud. marche. Ok. On passe sur le deuxième et on conclura sur cette toute petite partie orientée dev, puisqu'on a pas mal survolé déjà au fil de l'épisode. Toujours une partie qui est plus courte d'ailleurs. On pionce sur la première partie toujours beaucoup plus. Comment sont les journées maintenant? Avant 8 heures pour trouver un logement? Comment déjà t'habites où? T'habites, je crois, dans un logement qui est à côté de Station F. Ça ressemble à quoi un logement à côté de Station F? Et comment s'organisent tes journées et justement tes semaines? Alors, j'habite, aussi un logement à côté de Station F, mais surtout un logement à côté de la Hacker. J'ai pas quitté j'ai pas quitté la zone. Je dois être à 200-300 mètres. Ça s'appelle Flightmate. Et en fait, c'est les logements de Station F. Donc Xavier Niel a fait des logements pas chers pour ceux qui travaillent à Station F. Donc voilà, j'habite ici. Et c'est quoi? C'est un studio? C'est un 2 pièces? C'est quoi? Ah ouais, alors c'est des grands appartements. Je sais pas, on a peut-être 100 mètres carrés où on est 6 à l'intérieur, chacun a sa chambre. Et après, bah, c'est salon cuisine en commun, terrasse en commun. Donc c'est une Euh, colocation, hein. ouais, c'est en colocation. Tout est en colocation. T'as pas d'appart solo dedans. Et quel est le coût que tu payes alors? Je paye 400 € par mois pour ma petite chambre en coloc. Ok. Tu as accès à des services, il y a des choses dans le Ouais, bâtiment. bien sûr, bah, t'as la femme de ménage qui vient une fois toutes les 2 semaines. Donc, elle te fait ton ménage, elle te fait la literie. Après, bah, là, en série, ce qu'on va voir, c'est pas encore fait, c'est encore en travaux. Une salle de sport, peut-être, une épicerie, un restaurant et un coin lounge, un coin détente. Donc, c'est assez lourd. C'est assez lourd. Pour l'instant, il n'y a pas, c'est en travaux, mais sur le papier, c'est assez lourd. Et tes routines alors, tes habitudes, ta journée type, ta semaine type, ça ressemble à quoi? Bah, mes journées type, déjà, ça commence par une bonne nuit de sommeil. J'ai de la chance, enfin, c'est un truc que j'aime bien, je me mets pas de réveil. J'ai pas envie de me mettre de réveil. Je suis assez libre. Donc, bon, après, je suis pas non plus des grosses grasses matinées, mais je me réveille quand mon cerveau il a décidé d'être en forme. Après, quand je me lève, bah, je vais boire mon petit verre d'eau avec un peu de citron. Et ensuite, je vais à la salle de sport. Bon, voilà, il y a le confinement, mais voilà. Normalement, je vais à la salle de sport. Et ensuite, je rentre, je prends ma douche. Et là, je commence à travailler. Donc ensuite, bah, journée de travail, ça dépend en fait de ce qui arrive le matin. Donc c'est soit j'ai directement des missions à gérer. Donc là, bah, j'ai mes centaines de gars à devoir gérer. Soit bah, je recrute ou surtout en ce moment, enfin je suis à fond, c'est sur les dossiers pour les investisseurs, donc à fond dans le pitch deck, à fond dans le BP, dans le plan financier et, euh, et surtout mettre en place le après d'autres marchés, tâter d'autres marchés qui seraient intéressants à tester, en plus du marché du luxe. Et, euh, et voilà, mettre en place un peu la société, la stabiliser un peu plus. Super. Au niveau des outils que tu utilises, tu nous disais que tu avais commencé sur le, sur le Mac à Steph. Tu es toujours sur ce Mac ou tu as migré? Non, je suis sur un vieux ordi tout pété que j'ai récupéré. Euh, un, à l'ancienne, hein, il a plus de 10 ans, je crois, l'ordi, mais il fait le taf, donc on s'en fout. Et voilà. Et niveau logiciel, donc tu utilises WhatsApp, tu utilises quoi d'autre comme logiciel pour gérer? Ma vie, c'est WhatsApp et Facebook. WhatsApp, Facebook et ma boîte Gmail. C'est ma vie, elle est là. Après, ouais, Canva un peu pour les dossiers. J'aime bien Canva, faire des trucs propres et tout, c'est carré. Excel, ouais, bah, Excel aussi, c'est ma vie. Et c'est tout, hein. C'est à peu près vraiment les outils que Et les j'utilise. paiements, comment ça se passe? Comment tu collectes les paiements? Comment tu verses les Les paiements des... paiements, alors c'est soit quand il passe par ici, c'est Stripe, sinon je passe par Revolut. Très bien. Et au niveau de lecture, est-ce que du coup, tu as le temps de lire, de continuer de te former, que ce soit en mindset, etc. Est-ce que tu as pris des habitudes de ce côté-là? Carrément, carrément. Non, ça, faut continuer. En ce moment, je fais une formation de Steve Abdelkarim, je sais pas si tu connais, Booster d'Excellence.
Très très lourde formation. Non, je connais pas, mais je regarderai. Je crois que... Ouais, regarde, franchement, elle est lourde. Il y a booster d'excellence et booster d'intelligence à l'intérieur. Enfin, elle est excellente. C'est un bon gars. Donc, tu apprends beaucoup de choses au niveau business, niveau leadership, niveau communication. J'aime beaucoup. Et après, niveau livre, là, en ce moment, ce que je lis, bon, ça n'a rien à voir du tout avec le développement personnel, c'est plus du kiff. C'est La route du temps, du physicien Philippe Guillemont. Où je kiffe. Pour une fois, j'ai trouvé un livre de physique quantique qui parle pas chinois, que tu peux comprendre. Donc, j'ai kiffé ce livre. Je le kiffe. Est-ce que du coup, il y a une citation, une expression, quelque chose un peu un mantra que tu t'es approprié et qui te guide tout au long maintenant? Ouais, il y en a un qui me guide depuis très longtemps. C'est jette-moi au loup et je reviendrai chef de la meute. C'est-à-dire que n'importe où tu peux mettre, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel décor, avec n'importe quelle personne, j'arriverai toujours à m'en sortir. C'est de quelqu'un ou c'est... Non, j'ai trouvé sur Internet cette phrase. Okay. Je trouvais sur Internet à l'époque et je l'ai kiffé parce qu'elle représente bien, en fait. Vraiment bien. C'est vrai. La démerde. Ouais, c'est une belle expression qui effectivement caractérise assez bien ton parcours. Merci beaucoup, Brian, pour cette interview. On te souhaite une très, très bonne continuation. N'hésite pas à revenir nous raconter un peu l'actualité du développement de cette application et de ta suite. Merci et à bientôt. Avec plaisir. Merci. L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié et qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai 1 heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 € sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.developpementroyal.com. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous voulez apprendre à vous organiser pour devenir plus efficace dans votre business et dans votre vie, alors dans ce cas, inscrivez-vous à ma formation Super Organisé. C'est simple, il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.developpementroyal.com.